Et on peut attaquer. Salut, c'est Nico. Il y a quelques années, je vous avais détaillé mon fond de poche, ce qu'on appelle généralement le EDC. C'est 3 lettres qui forment un acronyme en anglais qui signifie en français les éléments que j'ai sur moi, systématiquement dans les poches, qui vont inévitablement varier selon les saisons et le contexte. Il y a quelques années, je me déplaçais majoritairement en voiture. Ça m'arrivait aussi beaucoup de me déplacer à pied et en vélo. Mais majoritairement, je me déplaçais en voiture. Depuis quelques années, j'ai radicalement changé mon mode de déplacement et je me déplace quasiment plus qu'à vélo. Voilà. Ça m'arrive encore de faire quelques trajets en voiture, majoritairement en fonction de la météo, parce que je me méfie beaucoup des automobilistes que je vais croiser à Voiron, où je vis. Voiron, c'est une ville qui est très très mal aménagée en termes de pistes cyclables. Il y a des aménagements qui ont été faits, mais c'est du grand n'importe quoi. On a des pistes cyclables sur 25 mètres qui s'arrêtent après sur plus de 100 mètres et qui reprennent après. C'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, on a des trottoirs qui sont hyper larges, où on peut se croiser à plus de 6 personnes côte à côte. Il y a un gros manque de cohérence. Enfin, je ne me plains pas, il y a des villes où c'est encore pire, donc je savoure ma chance de pouvoir me déplacer dans une ville à peu près aménagée, où on a à peu près pensé aux cyclistes, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Tout ça pour dire que majoritairement, aujourd'hui, je me déplace à vélo. On va dire à 90% de mes déplacements se font à vélo, le reste, c'est un petit peu de voiture et un petit peu de trajet pédestre, à pied. L'idée ici, c'est donc de présenter le contenu de mon fond de poche, ce qu'on appelle communément l'EDC, et puis ensuite d'un élément qui vient s'ajouter à mon fond de poche, donc qui ne fait pas partie de mon EDC, mais qui va s'ajouter pour majoritairement mes trajets à vélo. Alors pour situer un petit peu le contexte, parce qu'on n'est pas ici dans un vide sac comme on voit à la télévision, où on demande aux stars de vider leur sac, et puis les gens s'inspirent du contenu du sac sans se poser de questions, hein, un petit peu comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. L'idée ici, c'est de vous parler du matériel que j'utilise en fonction du contexte dans lequel je vis. Alors, en termes de saison, le matériel dont je vais vous parler, je vais l'utiliser du 1er janvier au 31 décembre. De ce côté-là, il n'y a pas de variable, c'est une constante. Ce qui est important de préciser dans mon cas, c'est le contexte géographique. Moi, j'habite au sommet d'une colline, enfin, pas tout à fait au sommet, mais pas loin, et je me rends régulièrement tout en bas de la colline, dans le centre-ville. Pour mes trajets, j'ai régulièrement de la descente à faire le matin et de la montée à faire en fin de journée. En ce moment, quand je pars le matin, il fait encore nuit, et quand je rentre le soir, il fait nuit. Ce qui implique que je vais avoir beaucoup d'éclairage, mais surtout beaucoup de moyens de me signaler aux automobilistes. Parce que qui dit déplacement à vélo dit forcément sécurité. Parmi ces moyens de me signaler, on va avoir en ce moment une veste rouge qui est bien visible, sauf quand je porte le sac à dos. De dos, on ne voit pas la veste. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'aime bien ce sac à dos, j'ai ajouté un sursac anti-pluie bien voyant. C'est un sursac anti-pluie qui est relativement bien conçu. Il est suffisamment grand pour envelopper mon sac de 40 litres. 40 litres pour des trajets urbains, dans un contexte, on va dire, semi-urbain, puisque je passe aussi beaucoup de temps à la campagne et en forêt. Ça peut sembler beaucoup, 40 litres, mais c'est un sac que je trouve bien conçu. Je reparlerai du sursac anti-pluie après. Le sac est bien conçu puisqu'avec des élastiques sur la face avant, on peut restreindre le volume du sac. Et ici, je les restreins à peu près à entre 15 et 20 litres. Le sursac me donne donc la possibilité d'être bien visible de dos par les automobilistes, en plus du phare arrière du vélo. Enfin, le phare arrière du vélo, c'est une de mes lampes frontales, une de mes deux Armitech Wizard C2. Celle qui me sert de phare arrière, c'est la C2WR qui a une LED blanche et une LED rouge. Dans ce cas, en guise de phare arrière, je la règle sur la LED rouge, en mode clignotant à pleine patate, et ça me garantit un minimum de sécurité. Pour le phare avant, mon vélo est équipé d'un phare, donc je ne me fais pas de soucis, mais dans ma trousse à outils de vélo, dans mon sac, j'ai aussi une lampe frontale pour me permettre de faire des réparations sur le vélo, quand il y a besoin, tout simplement, et surtout quand il fait nuit.
Je vais vider le sac, mais avant tout, je vais parler un petit peu du sac à dos que j'ai choisi pour mes déplacements en contexte urbain et à la campagne, puisque j'ai ce luxe d'habiter à la campagne. Donc, quand je vais en ville, c'est de l'urbain. Quand je rentre chez moi, campagne. C'est un sac à dos que j'ai acheté au printemps pour mes randonnées en montagne, mes randonnées estivales sur plusieurs jours avec bivouac ou pourquoi pas nuit en cabane. Même si l'été, je préfère bivouaquer que de dormir enfermé entre quatre murs. C'est le Mie Wanaka 40 litres. Et comme je le disais, je peux réduire son volume à beaucoup moins que 40 litres. Donc ça, c'est intéressant. Puisque je bois beaucoup, il faut toujours rester hydraté, c'est important. Une gourde isotherme d'un demi-litre. Je ne prends pas plus en quantité, puisque ça pèse vite lourd pour quelque chose dont je n'ai pas forcément besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 litre dans le sac à dos en permanence, compte tenu que je ne passe pas la journée en dehors de chez moi. Une gourde décorée à l'effigie du magasin que j'apprécie beaucoup, Résilience Nordique. Comme ça, je lui fais un petit coup de pub aussi au passage. Et que j'ai équipé d'un petit peu de Gorilla Tape ici. Ça fait une petite réserve qui me permet de réparer. Hop, fini le café. Alors une veste rouge, donc bien visible de face et de côté. Dans cette veste, on va retrouver dans les poches ma petite lampe. Donc c'est une lampe qui fait penser à la Fenix LD10. Alors la LD10, c'était une lampe qui m'avait beaucoup inspiré au tout début, quand j'ai commencé à m'équiper. La Fenix a été très populaire pour plusieurs raisons. Majoritairement parce qu'elle est équipée d'une simple pile AA, parce qu'elle a un format très compact, parce qu'elle est légère, et puis parce qu'elle reste malgré tout assez puissante, compte tenu de la pile qui l'alimente. Et il y a une autre raison aussi qui en a fait une lampe très populaire, c'est qu'elle a été tout de suite adoptée par Volwest, qui à l'époque tenait le blog Le Survivaliste, et du coup forcément ça a fait une bonne publicité à Phoenix. Donc cette lampe m'a beaucoup inspiré, et si depuis bientôt 1 an j'utilise cette petite Asso 58 Titon Compagnon, c'est parce qu'elle me rappelle beaucoup la Fenix LD10, mais en mieux. Quand je dis en mieux, c'est vraiment sur tous les plans. On a une lampe qui n'est non pas équipée d'une pile AA, mais d'un accumulateur rechargeable au format 18650, le type de batterie que j'ai adopté il y a déjà de nombreuses années et qui m'ont jamais fait défaut, qui sont très efficaces. À noter que ça couine. À noter que l'accumulateur qui équipe cette lampe est équipé, lui, d'un port de recharge au format micro USB. Donc il suffit de brancher le câble dessus, le raccorder sur un port USB ou une batterie nomade et c'est rechargé. Ensuite, si c'est une lampe que j'apprécie beaucoup, c'est pas simplement parce qu'elle est équipée de ce type de batterie, c'est aussi parce que le fait qu'elle soit équipée de cette batterie la rend non seulement très autonome, donc je vais pouvoir éclairer longtemps, mais aussi puissante. En fait, c'est une lampe que je trouve vraiment adaptée dans un contexte de self-défense, mais aussi si on doit simplement se déplacer en contexte urbain, dans les transports en commun par exemple. C'est facile à tenir dans la main, c'est discret, c'est léger, compact, et c'est suffisamment puissant pour pouvoir servir d'outil d'impact si quelqu'un se saisit de moi par derrière et en attendant qu'il y ait un complice qui me mette 2-3 pipes. Donc une lampe bien foutue, solide, puissante et, détail qui a son importance, entièrement assemblée en France. Asso 58, c'est une petite boîte française qui existe depuis très longtemps, qui est dans le département 58 comme son nom l'indique et qui, pour assembler les lampes, fait travailler des travailleurs handicapés à efficience réduite en passant par une association qui s'appelle l'AEC, je crois. Et je mettrai des détails dans la description sous cette vidéo pour que vous puissiez faire vos propres recherches, comme d'habitude. Mais je trouve ça intéressant qu'on ait une société basée en France qui fabrique de l'équipement technique, puissant, durable, malgré tout accessible en termes de prix. Et en plus, ils font travailler des gens qui sont en situation de handicap, qui ne leur permet pas de trouver un emploi facilement. Donc là, on est à 100% de l'entreprise idéale, quoi. En fait, j'aime tellement cette lampe que j'en ai acheté une autre que j'ai pas encore déballée et j'ai envie de vous l'offrir, tout simplement. Donc c'est ma lampe
Asso 58, la Titon Compagnon, qui est relativement puissante. Avec 2 clics, on active le mode stroboscopique. La lampe est équipée aussi d'un mode clair de lune, qui permet d'éclairer pour lire une carte la nuit, sans forcément attirer l'attention. Donc ça, c'est un bon point aussi. Et la lampe vient équipée d'un accumulateur 18650. Donc ça, c'est appréciable. Malgré tout, c'est une lampe qui est relativement abordable. Et du coup, cette lampe, je l'aime tellement que j'ai envie de faire un gros coup de pub à la société Asso 58, non seulement parce qu'elle est basée en France, mais aussi parce qu'elle fait travailler des gens qui sont handicapés à efficience réduite, en leur offrant une chance d'être salariés et de faire quelque chose de leurs 10 doigts, et ça c'est génial. À l'opposé des grosses compagnies chinoises, je pense évidemment à Olight, qui arrosent les influenceurs du monde entier en envoyant des lampes gratuites. C'est comme ça qu'ils se font leur marketing. Il n'y a pas que eux, hein. Il y a eu aussi des grosses boîtes comme Nightcore, il y a eu Clarus, il y a eu Phoenix, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on a une boîte française qui fait des lampes torches de qualité. Pourquoi aller chercher plus loin quelque chose qu'on a déjà en France? Donc moi, cette lampe, puisque j'en suis très content, j'ai envie de vous l'offrir. Donc elle est évidemment neuve, hein, elle n'a jamais servi, et j'ai envie de vous l'offrir comme ça, gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire dans lequel vous écrivez « Vive le 58 ». C'est la région dans laquelle sont fabriquées ces lampes. Ah, évidemment, on pourrait écrire « Vive le 51 », mais non. Allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc vous m'écrivez un commentaire en mettant « Vive le 58 ». Vous pouvez bien évidemment dans le commentaire parler de quelque chose qui vous interpelle sur la vidéo en dehors de la lampe. Hein. Vous n'êtes pas obligé dans votre commentaire d'écrire simplement « Vive le 58 ». Donc cette lampe, je l'ai sur moi quasiment en permanence puisqu'elle est suffisamment compacte. Au programme des éléments que j'ai sur moi en permanence aussi, ce bon vieux couteau suisse. Et c'est le seul couteau que je vais avoir sur moi en permanence. Pourquoi j'ai pas un couteau pliant de type couteau avec ouverture rapide, explosive, avec un blocage de lame de type liner lock ou lockback ou je sais pas quoi? Il y a 2 raisons. Première raison, si j'ai un couteau sur moi, inévitablement, je vais sentir en cas d'agression. Je prends le cas de l'enseignant qui a été tué à Arras il n'y a pas très longtemps. Si je vois une scène comme ça, je vais avoir envie de me servir de mon couteau. Je vais avoir envie de mettre fin rapidement à une situation qui est déjà dramatique, mais qui pourrait empirer. Sauf que moi, je n'ai pas pris de cours de self-défense avec un couteau, donc je vais faire n'importe quoi. Peut-être que le mec en face, lui, il sait se servir d'un couteau en mode d'attaque, donc il va s'en servir contre moi. Se faire buter avec son propre moyen de défense, c'est un comble quand même. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que c'est interdit par la loi. Donc j'ai pas envie de me faire confisquer mon couteau. Voilà, moi, je ne vais pas acheter un couteau chinois à 20 €, je veux un couteau qui soit solide, qui soit durable, donc je veux y mettre le prix. Si c'est pour me le faire confisquer, c'est pas intéressant pour moi, c'est pas un bon deal. Premier élément de self-défense que j'ai sur moi en permanence, une lampe capable d'aveugler un ou plusieurs individus. Bon, évidemment, si j'ai une bande de hooligans alcoolisés et dopés devant moi, à part mon cardio, il n'y a pas grand-chose qui va me sauver. Déjà, une lampe face à un, on va dire, 2 individus. Et le deuxième élément, ça va être ce gros mousqueton. Normalement, sur ce mousqueton, j'ai les clés de chez moi, qui sont arrimées avec un autre petit mousqueton. Ça, c'est un mousqueton d'escalade. Un mousqueton, ça peut être pratique pour se défendre. On imagine qu'on le tient comme ça, et puis on a un moyen de mettre des pipes sans s'abîmer les mains. C'est toujours intéressant, surtout quand on doit frapper un crâne ou une autre partie osseuse de l'agresseur. Si j'ai pas le temps d'anticiper, dans ce cas-là, je prends le mousqueton et puis j'ai toujours la possibilité de fouetter l'agresseur. Je pense qu'un coup de clé dans la gueule, ça fait pas du bien. J'ai encore pas essayé sur moi, mais j'ai aucun doute. Si j'ai le temps de me préparer, d'anticiper la situation, je vais mettre mes clés à l'abri. Si je tords une clé en sauvant ma vie, bon bah c'est bien. Mais si je peux mettre mes clés à l'abri, c'est toujours mieux. Donc là, j'ai un point américain qui va me permettre de mettre quelques pipes sans m'abîmer les phalanges. C'est toujours ça de bon à prendre, d'autant que c'est relativement costaud, un mousqueton d'escalade. Évidemment, ça fonctionnera bien mieux. Ça fonctionne aussi bien au format mandale
qu'au format Kubotan, ce qu'on appelle un outil d'impact. Sauf que ça, au niveau de la loi, non, 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 non. On oublie tout de suite. Je ne sors pas avec ça dans la rue. Ça, par contre, au niveau pénal, même si ça peut devenir devant un jury une arme par destination, ça aussi, ça peut devenir une arme par destination. Donc, faire preuve de bon sens. Si j'ai ces deux éléments dans les poches, c'est léger, ça pèse pas grand-chose, c'est compact, c'est costaud, et ça peut me permettre de me sortir d'une situation délicate. Voilà. Le deuxième aspect à prendre en compte, c'est que mon sac à dos, il ne va pas juste me servir à transporter mon matériel. Si je suis face à quelqu'un qui est complètement taré et qui a un couteau à la main et qui menace de me le loger au fond de la gorge, ça, ce sera un bouclier. Voilà. Donc, je le prendrai en bouclier, comme ça, et puis j'essaierai de désarmer le mec en face en l'aveuglant avec ma lampe ou en lui mettant des coups de mousqueton. Et je préfère toujours les bretelles de dos en direction de l'agresseur, comme ça avec un peu de chance il va peut-être s'empiéger le bras à l'intérieur des bretelles. C'est toujours ça de bon à prendre. Et si par hasard mon sac à dos venait à se prendre des coups de couteau, pas de zob, je m'en fous. Je préfère que ce soit le sac à dos plutôt que moi ou n'importe qui d'autre. Alors ça, c'est pour ce que j'ai sur moi. Pour terminer avec les éléments que j'ai toujours sur moi, donc les clés, le mousqueton, la petite lampe torche. Voilà, j'ai un accu de rechange pour la lampe, mais ça ne sert pas à grand chose puisque je la recharge peut-être une fois, je dirais une fois par mois. Mais bon, je suis un petit peu parano, donc j'ai toujours un accu en plus. Dans cette poche, puisque je disais tout à l'heure, je ne suis pas qu'en ville, mais aussi à la campagne, j'ai ma pochette de scout, une petite pochette Savota avec à l'intérieur de la ficelle, un briquet. Je ne suis pas fumeur, c'est pour ça que je ne l'ai pas en accès direct dans les poches. Un bic 4 couleurs, un carnet Rhodia, carnet de notes. Donc ça, c'est ma pochette scout. Ouais, on peut appeler ça comme ça, même si je n'ai pas été scout, parce qu'on retrouve des éléments qui correspondent à la mentalité du scout, qui peuvent servir aussi bien dans un contexte rural que dans un contexte urbain. Alors, le sac à dos, maintenant, j'en parlais tout à l'heure, je me déplace beaucoup à vélo. Donc, l'inévitable pompe double action. Mes gants de vélo, des gants Rock Rider, que j'ai un petit peu modifiés en découpant les pouces et les index pour permettre de manipuler le smartphone. Alors, évidemment, le smartphone, on ne le manipule pas à vélo. Je ne suis pas un livreur Deliveroo, donc je n'ai pas besoin de manipuler mon téléphone tout en roulant. Voilà. Donc ça permet d'avoir un bon grip avec un bon amorti. C'est des gants qui ont un petit peu vécu. Ils ont un peu plus de 5 ans. Il serait peut-être temps que je pense à les remplacer. Mais non, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Les pads de mousse ici sont encore efficaces. Ils ne sont pas déchirés. Non, je vais les garder. Quand il pleut, merci de poser cette question. Quand il pleut, je fais quoi? Est-ce que je mets un équipement supplémentaire en plus du sursac? Oui, évidemment. J'en reparlerai par la suite. Parce qu'à l'intérieur de mon sac à dos, j'ai une pochette qui me permet d'organiser mes équipements de pluie. Pour terminer avec cette poche latérale, un petit peu de gel hydroalcoolique. Dans la poche sommitale, on va retrouver ma trousse de soins, qui est la même trousse de soins que j'utilise, quel que soit le contexte. Je la transvase simplement d'un sac à un autre. J'ai pas vraiment de raison d'avoir plusieurs trousses de soins qui correspondent chacune à un contexte, puisque je m'en sers quasiment jamais. Alors je sais que ça, c'est un peu l'excuse. On devrait avoir une trousse de soins qui contient au minimum un garrot avec tourniquet. On devrait avoir une trousse de soins qui contient des gants en nitrile pour pouvoir manipuler un blessé. À plus forte raison, moi qui suis cycliste, je sais à quel point on peut avoir à intervenir sur un accident de la route en attendant que le SAMU débarque. Donc j'ajouterai peut-être j'ai des gants en nitrile à l'intérieur. Je pense qu'il serait quand même mieux qu'ils soient accessibles directement sans ouvrir la pochette. Et peut-être que j'incorporerai un système de garrot à tourniquet. Mais avant tout, je veux apprendre à m'en servir. Acheter un équipement sans savoir comment s'en servir, ça ne sert à rien. Mes lunettes. Des lunettes, comme je le disais tout à l'heure, j'habite vers le sommet de la colline. Donc quand je descends le matin, ça pèle, comme t'imagines, même pas. Les yeux ont froid.
Le nez aussi, donc j'ai mon tour de cou en laine mérino, et puis je mets mes petites lunettes. Alors ça, c'est des simples lunettes de bricolage à 10 balles. Ça marche bien, ça protège bien les yeux contre les impacts, les petits gravillons qui sont envoyés par les voitures à côté, les mouchillons que je me prends dans les yeux. Ah, le goûter, indispensable, le goûter. Lunettes de soleil, parce que quand il fait soleil, ça marche plus. Voilà, donc lunettes de soleil. Je pourrais simplement acheter des verres solaires à clipser par-dessus, mais j'aime bien mes lunettes de soleil. C'est celles que je porte toute l'année, même quand je vais en montagne, donc je ne m'en sépare plus. Ah, deux éléments intéressants. Je pense que comme tout le reste du sac, j'espère en tout cas, un gel caféiné, parce qu'il y a des moments dans la journée où je peux avoir besoin d'un coup de boost. Donc le gel caféiné, c'est du matos des gens qui courent en montagne, les trailers, que j'utilise de temps en temps, majoritairement en milieu montagneux. Mais je me dis qu'en contexte urbain, ça peut aussi avoir son utilité. Quand je vois l'efficacité de ce truc, bon. Des ciseaux Gesco pliables. Ici, c'est une copie du modèle Raptor de chez Leatherman. Une copie de bonne qualité que j'ai acheté quelque chose comme 30 €, je crois, quelque chose comme ça. Pourquoi prendre des ciseaux Gesco? Alors là, on est dans le contexte des secours, des ciseaux qui permettent de déchirer un vêtement quand il y a, enfin de découper plutôt un vêtement quand il y a une hémorragie, des ciseaux solides, donc découper un vêtement pour voir à quel type d'hémorragie on a affaire. Si c'est la fémorale qui est touchée, bon ça va être très compliqué, mais si c'est simplement la cuisse qui est transpercée mais loin de la fémorale, bon voilà, je peux déjà intervenir dessus. De toute façon, même si c'est la fémorale, j'ai intérêt à agir avant que le SAMU arrive. Donc, des ciseaux qui permettent de découper les vêtements sans découper la peau du blessé, toujours intéressant. Ici, on a un coupe-alliance. Je ne sais pas si c'est aussi efficace. Là, j'ai un câble métallique qui est un peu plus épais qu'un cintre. Ça fonctionne, pas de problème, sans forcément forcer à deux mains. Donc c'est toujours bon à prendre, mais une alliance, c'est plus épais que ça. Donc je ne sais pas si ça pourrait fonctionner. Avec une alliance, il faudrait que je fasse des tests. Une fonction brise-vitre ici, donc toujours pour intervenir sur un accident de voiture et sauver les occupants de la voiture. Évidemment, l'idée ici, c'est pas de se lancer dans le grand banditisme. On a ici, toujours dans l'optique d'intervenir sur un accident de voiture, un coupe-ceinture. Le seul regret que je puisse faire, c'est qu'on n'a pas de blocage pour cet outil, donc il pourrait se refermer sur mes doigts. C'est un petit peu coupant ici. Là, c'est légèrement piquant, mais on a une pointe arrondie, donc je ne peux pas me transpercer le doigt. Et ici, une règle sur 5 cm, graduée sur 5 cm, qui me permet d'annoncer un petit peu la couleur au SAMU par téléphone. Donc ça, c'est pour les outils. Les écouteurs Bluetooth pour pouvoir prendre un appel. Attention, en vélo, on ne prend pas n'importe quoi comme appel et on ne tape pas des textos au feu rouge. Écouteurs Bluetooth pour prendre un appel important. C'est des trucs à 10 balles que j'ai acheté il y a 2 ans. Ça fonctionne bien. Ça me permet d'écouter de la musique, mais il ne faut vraiment pas être exigeant sur la qualité du son. Par contre, pour prendre un appel ou émettre un appel, ça fonctionne. Donc, j'en suis très content. Ça se recharge en micro USB et quand les écouteurs sont déchargés, je les mets dans leur station, je les recharge de cette façon. Je pense que tout le monde connaît le principe aujourd'hui, c'est un truc assez répandu. À l'intérieur du sac, un sac qui est relativement bien conçu, pas très très solide mais quand même bien conçu. Je repars sur le volume de 40 litres pour accéder au contenu facilement. On va retrouver mon casque, un casque équipé d'une protection anti-pluie à haute visibilité. Donc ça, c'est un point essentiel. Qu'il pleuve ou pas, je pense que je laisse ça systématiquement sur mon casque. Ensuite, dans cette merveilleuse pochette en nylon faite à la main par Romain de Explore Design Gear, un artisan français, on va retrouver cette fois-ci mon équipement anti-pluie. Donc on a les surgants, c'est pas tout à fait des gants, c'est un mélange de gants et de moufles, puisqu'on a 4 doigts. On a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sont regroupés. Ici, on a une bande réfléchissante pour tenir le guidon et pouvoir freiner. Puis là, passer les vitesses. Donc c'est un surgant coupe-vent et imperméable. Ça marche bien, ça tient chaud à la main, même quand il fait très froid. J'en sais quelque chose, moi qui ai une descente à faire tous les matins quand il fait bien froid. Le seul hic, c'est que cette partie-là, elle n'a pas un très bon grip sur le guidon.
à plus forte raison quand le guidon est trempé par la pluie. Ensuite, on va retrouver les surchaussures. Ça se met évidemment sans retirer la chaussure. On a une construction tout temps, un pied droit, un pied gauche. Ça se met sous la pointe du pied. À noter qu'il ne faut pas des chaussures trop épaisses au bout. Si je mets mes chaussures de trail parce que c'est l'été, qu'il fait chaud, que j'ai une balade à faire après, donc j'ai envie d'avoir des chaussures bien aérées, ça ne va pas passer. Les crampons à l'avant de la chaussure vont être trop larges pour ça. Mes Garmin Dragon Tail, ça passe parce qu'elles ont un bout fin, mais je ne les porte pas l'été, ces chaussures. Elles sont beaucoup trop chaudes à porter l'été. Et le surpantalon. Alors, le surpantalon que j'ai choisi pour le vélo, c'est aussi celui qui m'accompagne en montagne. Un surpantalon d'alpinisme. C'est un surpantalon que j'ai pris majoritairement pour la randonnée hivernale, mais aussi estivale, parce que quand il pleut des trombes, il a beau faire chaud, t'as pas envie d'être trempé jusqu'au caleçon. Très épais, je crois qu'ici on est sur du 30 000 mm d'indice d'imperméabilité, bien imperméable, et un nylon épais avec des pièces de renfort, notamment à l'arrière du mollet. C'est un surpantalon globalement qui est bien fait, mais qui souffre ici d'une ceinture trop courte. On a des pattes élastiquées avec velcro. Le problème, c'est que quand on n'a pas beaucoup de bides ou de hanches, comme c'est mon cas, on a beau porter un pantalon un petit peu épais, ça va pas assez loin. Donc on peut pas le serrer correct. Tu veux sortir? Un bon pantalon dans l'ensemble, mais le plus gros reproche et le principal reproche que je puisse faire, c'est qu'on peut pas fermer davantage, qu'on peut pas serrer davantage la taille. Et ça, c'est un gros point noir puisque je me retrouve systématiquement en train de le remonter. En hiver, par contre, quand j'ai le collant long en polaire par-dessus le pantalon, là, ça va à peu près. Mais il ne faut pas que je mette quelque chose de lourd dans les poches qui sont plutôt bien faites en contrepartie, puisqu'elles ont la fermeture imperméable. Et donc, on est tenté de mettre des trucs à l'intérieur. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd, sans quoi le pantalon va inexorablement tomber sur les fesses en mode criss-cross. C'est pas trop l'effet que j'ai envie de donner quand je suis en montagne ou même en milieu urbain. Un surpantalon qui s'ouvre sur toute la longueur de la jambe, de chaque côté, ça c'est bien. Voilà pour le surpantalon et puis voilà pour la tenue de pluie, tout simplement. On a fait le tour. Deux petites pochettes, ma pochette électronique. Sur moi, j'ai mon smartphone. Samsung Galaxy S10. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. Il marche toujours bien. J'ai pas de raison de le changer. Pochette avec ma batterie Nomad et un smartphone de rechange qui est mon ancien smartphone, le Samsung Galaxy S7. Vous pouvez noter que je ne passe pas d'un modèle à l'autre quand il sort, je ne passe pas du 7 au 8, du 8 au 9 et du 9 au 10. J'attends en général un petit moment. Ça me permet de faire suffisamment de recherche et de ne pas payer le prix fort quand un smartphone sort. Et puis généralement, je peux même l'acheter d'occasion. C'est toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'on fait quand on change de smartphone? Soit on le fait reprendre l'ancien par l'opérateur, soit on le garde et puis on le met dans un tiroir où il prend la poussière. Ça, c'est mon tiroir où il prend la poussière. Une batterie Nomad, c'est Sunslice qui fait ça, une boîte belge qui fait des batteries de bonne qualité, pas trop lourdes et surtout bien pensées. Ici, c'est une batterie qui a une capacité de 10 000 mAh, ou si vous préférez 10 ampères, équipée de 2 ports en entrée, qu'on soit en micro USB ou en USB type C, et de 3 ports en sortie, 2 ports USB-A, un port USB-C. Voilà, un simple système de LED ici pour donner l'affichage en cours. C'est un petit peu basique, je regrette, mais tant que ça fonctionne, on s'en fout. Mes écouteurs pour écouter de la musique, cette fois, ça c'est un cadeau du frangin, des écouteurs intra-auriculaires de la marque AKG, que je connais absolument pas, mais le son est bon. Moi, ça me suffit. Un câble pour recharger ma lampe frontale. La lampe frontale, c'est celle que j'utilise en guise de feu arrière du vélo. Il n'y a rien de pire que d'avoir un feu arrière dont la pile est déchargée. Vous me direz, il suffit d'investir dans un feu qui se raccorde à la dynamo. Et comme ça, tu as de l'électricité tant que la roue tourne. Sauf que j'ai déjà un bon système de lampes, donc je n'ai pas envie d'investir encore plus. Un chargeur secteur pour pouvoir recharger mes différents appareils. Je vais évidemment recharger en priorité la batterie Nomad si j'ai la possibilité de trouver un commerce avec une prise. Notez que de plus en plus de supermarchés de proximité, je pense au Carrefour City, au Carrefour Market, équipent leur parking
en supprimant quelques places de stationnement, de bornes de recharge pour voitures électriques. Et généralement, ces magasins offrent 1 heure de recharge gratuite. Le bon côté, c'est que c'est une boîte française qui fabrique les bornes de recharge électrique, donc Cocorico. Et généralement, à côté de ces bornes pour voiture, on a aussi des bornes pour vélo électrique. Et là, c'est charge gratuite autant que tu veux. Et c'est des simples prises en 230 volts. Donc, en cas de problème, en cas d'imprévu, on peut imaginer un scénario de catastrophe climatique, par exemple, comme il y a eu en Bretagne il n'y a pas longtemps. Si le supermarché est suffisamment loin de la zone sinistrée où le courant a été coupé, alors je sais que je vais pouvoir recharger un appareil qui me permet de donner des nouvelles à ma famille sans forcément rentrer chez moi. Donc c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des endroits autour de chez nous qui proposent de l'électricité libre et gratuite pour recharger un appareil qui nous permet de communiquer avec les secours ou notre famille. Dans cette deuxième pochette, encore une fois fabriquée par Romain, Explore Design Gear, on a, c'est ma trousse à outils. Globalement, on va avoir ma lampe frontale principale. Si j'ai une réparation à faire sur le vélo et que le jour n'est pas encore levé ou que la nuit est déjà tombée, ça peut arriver. La roue qui crève, une rustine à installer, mes rustines, les petites cales, les pieds de biche, les cales, ouais, on va appeler ça des cales, pour sortir la chambre à air, pouvoir faire une réparation. Ça, c'est fiable, ça fait des années que je l'ai et ça fonctionne très bien. J'ai pas du tout envie de changer pour une autre. On m'a fait plusieurs propositions. Il y a des marques concurrentes de Armitech qui m'ont envoyé des lampes frontales. J'en reviens systématiquement à la C2 Pro, la Wizard C2 Pro qui me donne entière satisfaction. Pince multifonction, Leatherman Charge, modèle en titane, une pince que j'apprécie, pas forcément parfaite, mais bon, elle me donne satisfaction. Le gros reproche que je vais lui faire, c'est ici le porte-embout qui n'est pas au format universel. On a des marques Challenger comme G-Sartre qui proposent un outil. Alors ici, ce n'est pas un outil que j'estime qui ferait concurrence au Leatherman Charge, qui est quand même relativement solide, mais qui a quand même quelques imperfections. Malgré tout, le mec qui a créé ce concept, il a mis ici un porte-embout au format universel qui va me permettre d'utiliser n'importe quel embout. Ici, dans cette boîte de vieilles pellicules d'appareils photo, des embouts à monter dans un petit tournevis de précision. Des colliers en plastique de type Riesland. Ces colliers, je les aime bien parce qu'une fois serrés, tu as une gâchette ici qui te permet de les desserrer à la main, ce qui transforme le Riesland, qui par définition est un truc définitif, et qui en fait un collier provisoire. Moi, j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'équipement qui compose mon fond de poche et mon fond de sac. J'ai essayé d'être suffisamment clair et détaillé dans mes explications. Maintenant, c'est pas mon métier, youtubeur. Je suis pas un habitué à parler devant la caméra. D'ailleurs, je ne peux pas filmer mon visage. L'idée ici, c'est pas d'attirer l'attention sur le bonhomme, devant la caméra, mais sur le matériel que j'utilise au quotidien. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, participez au concours pour gagner cette magnifique lampe fabriquée en France. Alors, je sais ce que vous allez me dire, fabriquée en France, mais les composants, d'où ils viennent? En France, tant qu'on ne saura pas faire du circuit imprimé abordable en termes de tarifs, forcément, il faudra importer ça de ailleurs qu'en France. Mais au moins, c'est confectionné en France. C'est toujours ça de bon à prendre. Donc si vous voulez participer au concours, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire en écrivant ce qu'il faut dans votre commentaire. Pour rappel, c'est Vive le 58. Ainsi, vous participerez au concours. Je ne sais pas exactement quand sera le tirage au sort. Je pense que je vais le faire un petit peu avant Noël pour que vous puissiez en profiter, peut-être l'avoir sous le sapin. Même si je pense bien que le ou la gagnante n'attendra pas d'ouvrir ses cadeaux, n'attendra pas le 25 décembre, le 24 décembre au soir. Mais ça, c'est pas mon problème. Toujours est-il que si vous avez apprécié cette vidéo et vous pensez qu'elle peut vous être utile, n'hésitez pas à me le signaler en cliquant sur le petit pouce qui monte. Vous pouvez bien évidemment me le dire en commentaire.
Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En principe, je pense que si vous n'avez pas loupé la partie du concours, vous devez déjà être abonné. Maintenant, je vais passer à autre chose. Comme d'habitude, prenez soin de vous, sortez dans la nature et à très bientôt. Salut!